Il manque une vraie politique de transport en Martinique, qu'elle soit aérienne, maritime ou routière. Quel est votre point de vue? Je pense que le transport, c'est quelque chose de fondamental pour le développement d'une société. On ne peut pas mener une politique économique ambitieuse sans une organisation rationnelle des transports. On ne peut pas parler de développement de la culture si les gens ne peuvent pas se déplacer pour aller sur les lieux de culture. On ne peut pas parler de politique éducative ou éducationnelle si les élèves ne peuvent pas se déplacer dans de bonnes conditions, dans des conditions optimales pour aller sur les lieux d'apprentissage. Donc on voit bien que le transport, quelque part, c'est le reflet d'une société. C'est ce que j'ai appris dans ma formation universitaire. C'est aussi un élément moteur de ce qu'on appelle l'aménagement ou le ménagement du territoire. Donc vous voyez bien à quel point les transports sont importants, au-delà des discours, mais dans les actions, dans les politiques publiques qui sont menées dans nos pays, notamment dans nos régions micro-insulaires, que l'on considère les transports extérieurs, donc maritimes ou aériens, ou les transports intérieurs qui peuvent être routiers, mais pas que. Parce qu'on doit pouvoir utiliser la mer dans le cadre de nos déplacements. Si on veut optimiser ces déplacements, c'est quelque chose de fondamental. Malheureusement, en Martinique, on considère le transport comme étant un secteur à la marge, un secteur à problème. Alors qu'une vraie politique ambitieuse de développement des transports, en harmonie avec une vision, une projection de l'avenir de la Martinique, de ce que nous, on attend de notre pays, c'est quelque chose de fondamental. Le député Johnny Ajar a voulu faire baisser les prix des billets d'avion. Pourquoi n'a-t-il pas été soutenu par les autres parlementaires? Et que s'est-il réellement passé à l'Assemblée puisqu'il n'y a pas eu de présentation de son amendement? Alors tout d'abord, Johnny Ajar n'est pas le seul à vouloir faire baisser le prix des billets d'avion. Ça, c'est une première vérité. Je suis régulièrement intervenu sur ce dossier-là, en faisant un constat implacable de quelque part une forme de profitation, parce que nos populations sont captives de ces prix des billets d'avion, et que les compagnies aériennes qui sont organisées en oligopole s'arrangent sur les prix. Et c'est une situation qui est intolérable. Je suis intervenu pour faire ce constat, mais aussi pour faire des propositions. Et ces propositions-là, nous aurons l'occasion de les développer parce que nous travaillons activement sur ce dossier-là aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement d'injecter des montants pour faire baisser le prix des billets d'avion, mais il s'agit de changer de paradigme, de changer de dispositif. Ce qu'il faut, c'est que les prix des transports aériens soient encadrés. Donc il faut qu'on le considère que c'est un service public, donc il nous faut un marché public. Un marché public, ça veut dire participation de l'État pour contenir le prix de ces billets, avec des tarifs résidents, comme pour la Corse, avec une organisation à l'échelle de la Martinique, à partir de la collectivité territoriale de Martinique ou d'autres collectivités territoriales dans d'autres territoires. Il est important que cette question des transports aériens soit gérée de manière sérieuse et rigoureuse, pas à coup de déclarations comme on l'a vécu ces dernières semaines. Ce qui s'est passé réellement, c'est que oui, le collègue Ajar a proposé un amendement pour abonder les fonds de la continuité territoriale de 500 millions d'euros. Bien, mais moi aussi j'ai porté un amendement pour abonder ces fonds de 113 millions d'euros. Il y a d'autres députés qui ont fait des propositions en ce sens. Ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, au-delà de la campagne publicitaire, je considère que c'est une vraie campagne publicitaire qui a eu lieu là dans les médias de Martinique pour tenter de faire croire qu'il y avait un seul député qui se battait pour ça, alors que ce n'était pas le cas. La preuve, c'est que l'amendement du collègue Ajar n'a même pas été défendu dans l'hémicycle. C'est là que ça se passe, c'est là que la décision se prend. Certes, c'est un amendement qui a été voté en séance, en commission, mais il n'a jamais été présenté parce que le collègue lui-même l'a retiré au dernier moment.
Et personne n'en parle. Il a retiré parce qu'il y avait un amendement similaire qui était porté par la Commission des finances via le député guadeloupéen Christian Baptiste. Donc, il a considéré que son amendement était de trop par rapport à l'amendement similaire qui avait été porté par le collègue. Mais mon amendement sur les 115 millions d'euros, je ne l'ai pas retiré et il a été voté majoritairement dans l'hémicycle de l'Assemblée. Donc c'est cet amendement qui a été porté par votre serviteur qui a subi les foudres du 49.3. Sur le 49.3 intervient après. Donc le gouvernement a considéré qu'il n'avait pas d'argent supplémentaire à mettre au niveau des transports. Mais ce que je considère, c'est que il faut arrêter de tromper les gens. Il faut arrêter les campagnes de médiatisation. Une fois qu'un amendement est passé en commission, on considère qu'on a déjà tout fait pour régler la question des prix des billets d'avion. On sait très bien, et moi-même je savais bien, qu'il y aurait eu ce 49.3 qui serait intervenu fatalement, tôt ou tard. Donc il ne faut pas créer de l'espoir auprès des populations comme ça de manière inconsidérée. Et je trouve qu'il y a eu cette tentative de faire croire en Martinique qu'il y avait un député qui se battait pour les prix des billets d'avion et que tous les autres étaient inactifs. Ce n'est pas le cas. Donc solidairement, moi j'aurais voté pour l'amendement de Ajar s'il l'avait maintenu, mais il ne l'a pas maintenu. Voilà, c'est ça la vérité. Et c'est ce qui ne se dit pas dans les médias en Martinique. Et on peut s'interroger honnêtement sur l'objectivité des médias mainstream de la Martinique. Vous avez siégé au comité du tourisme. Cet atout économique n'a jamais réellement décollé, que ce soit avec Alfred Marie-Jeanne ou Serge Letchimy. Pourquoi et que faudrait-il faire? J'ai le sentiment que, comme pour les transports, nous n'avons pas suffisamment la perception du rôle que doit jouer le tourisme dans le développement d'un territoire. Que ce soit l'ancienne gouvernance ou la nouvelle gouvernance au niveau de la CTM ou au niveau du CMT, on a l'impression qu'on ne sort pas des sentiers battus. Et que le tourisme, tel qu'il est financé, ne profite pas, in fine, au peuple martiniquais, à la société martiniquaise. On reste enfermé dans des conceptions de touristes qui emmènent une manne financière sur laquelle doit ruisseler quelques oboles pour la population. C'est pas ça. Le tourisme, c'est autre chose. Il faut sortir des schémas où ce sont systématiquement, par exemple, les grands hôtels qui profitent de cette manne touristique. Il faut sortir des schémas suivant lesquels ce sont les conditions d'accueil qui sont les plus déterminantes. Le touriste, lorsqu'il vient dans nos pays, doit retrouver quelque part quelque chose de différent, pas ce qu'il a chez lui. Et c'est cette authenticité que nous devons travailler. Il y a des pistes aujourd'hui beaucoup plus modernes, beaucoup plus contemporaines dans le développement du tourisme. Le tourisme patrimonial, c'est quelque chose. Le tourisme historique, c'est quelque chose. Et il y a des gens à travers le monde qui sont demandeurs, qui sont curieux, qui veulent connaître notre culture. Il faut réconcilier quelque part l'identité, la culture et le tourisme. Et là, nous avons une marge de manœuvre exceptionnelle devant nous pour développer une autre forme de tourisme. Nous avons des exemples dans la Caraïbe, il y a Saint-Martin d'un côté, mais Cuba. Cuba, la culture a été son moteur pour développer le tourisme. Vous en pensez quoi? Je pense que ce modèle serait plus à suivre, parce que lorsque l'on cherche à valoriser son pays, certes, il y a les paysages, il y a les belles plages, il y a la montagne, il y a tout ce qui fait partie du territoire physique, mais il y a aussi la culture, une manière d'être, et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Il y a aussi l'histoire des lieux. Tout ce tourisme patrimonial, notre savoir-faire, notre savoir-être, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et c'est ce que la France fait d'ailleurs. La France développe de manière admirable son tourisme à partir d'une image qu'elle veut développer à travers le monde. Il y a des sites extraordinaires, mais c'est aussi des savoir-faire. Autour du vin, vous imaginez les milliards qui sont gagnés chaque année par l'industrie touristique. Et pourquoi on ne pourrait pas en faire de même avec le rhum
avec le savoir-faire, avec la culture, avec toute l'histoire qu'il y a derrière ça. Mais c'est vers ces formes plus modernes de tourisme qu'il faut délibérément, définitivement se tourner si on veut inverser la donne et réconcilier tourisme et développement de la Martinique. Notre balance commerciale exporte peu et nous importons grandement de l'Europe. Et notre chômage est surtout structurel et non conjoncturel. Quelle est votre analyse des deux situations? Je dirais que ces deux situations sont intimement liées. C'est parce qu'il n'y a pas de volonté véritable politique de développement économique, de développement d'une manière générale de nos territoires que nous subissons une telle situation. C'est parce qu'il n'y a pas une volonté, notamment de la part de l'État, et on peut même s'interroger sur la volonté des pouvoirs publics locaux de doter la Martinique d'autre chose, d'une autre ambition. C'est parce qu'il n'y a pas une volonté que nous soyons de moins en moins dépendants qu'on incite nos jeunes à partir. Que rien n'est fait pour développer l'emploi et l'emploi de qualité dans nos territoires. Nous n'avons pas vocation à être exclusivement des exécutants. Nous avons un potentiel extraordinaire. Toutes les statistiques indiquent que nous avons des personnes diplômées, des personnes formées, des personnes compétentes dans tous les domaines. Nos jeunes arrivent à briller à travers le monde entier. Aux États-Unis, au Canada, à Dubaï et autres. Et j'en passe en Nouvelle-Zélande, en Australie. On leur confie des responsabilités. Et chaque fois qu'il s'agit de leur faire confiance dans leur propre pays, ce n'est pas le cas. Et nous ratons donc un potentiel exceptionnel de développement de la production en Martinique. Ça, c'est un autre sujet. Il ne s'agit plus pour nous de demeurer des consommateurs ad vitam aeternam de produits qui sont importés d'autres contrées, comme la France ou comme l'Occident d'une manière générale. Et pourquoi ne pourrions-nous pas devenir un pays de production? Nous avons la matière grise, nous avons tout ce qu'il faut. Il suffit de croire en nous et de nous donner les moyens. Parce qu'une collectivité territoriale de Martinique, avec un gouvernement, s'il était bienveillant à notre égard, ça j'ai fait le deuil de cette idée-là depuis longtemps, il aurait dû insuffler les conditions d'un développement d'une production martiniquaise. Donc je rappelle, nous avons des acteurs économiques qui sont exceptionnels, qui se battent envers et contre tout pour maintenir une production martiniquaise. Production agricole, mais aussi production agro-industrielle, production industrielle, mais aussi production tertiaire de biens et de services. Et c'est ça l'avenir de la Martinique. L'avenir de la Martinique n'est pas dans la surconsommation. Nous n'avons pas vocation à pousser des caddies éternellement dans les supermarchés des autres où on ne vend que des produits des autres. Et ça doit se traduire concrètement dans des politiques publiques. C'est ça notre projet pour la Martinique, le projet que porte PIA pour la Martinique. Quel regard portez-vous sur la politique de Serge Letchimy, président de l'exécutif de la collectivité de Martinique? Je pense que ce qui manque, c'est de la cohérence. Parce que la gouvernance actuelle se trouve dans une situation bien compliquée. Elle veut revendiquer, ce qui est tout à fait légitime, davantage de pouvoir martiniquais, davantage de domiciliation de compétences en Martinique. Et c'est vrai qu'on ne peut pas accepter que toutes les décisions majeures pour nous soient prises en France. Et ce qui est pris loin de nous, sans nous, est pris le plus souvent contre nous. Donc cette ambition de doter la Martinique de moyens d'intervenir, d'interagir sur son avenir, sur son destin, nous partageons cette ambition-là. Mais pour pouvoir amener le peuple, parce que rien ne se fera sans le peuple martiniquais, et pour ramener le peuple à cette conviction que les Martiniquais sont les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises, comme l'avait dit si fort, si puissamment Aliker, mais il faut avoir des résultats. Il faut montrer au peuple qu'on est en mesure de faire mieux que l'autre. Et pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Pour l'instant, on est en situation d'échec. Et le peuple a besoin de cette confiance-là. Donc, il faut des résultats. Et c'est pourquoi nous essayons de développer cette
politique-là, d'action concrète, de politique publique qui féconde le territoire. Par exemple, à travers les municipalités dites PIA, on essaie de démontrer qu'il y a une autre manière de faire. Et l'on voit, par exemple, à Ducos, ce qui se passe. C'est-à-dire que ce n'est pas parole seulement, c'est que, ouais, en mai, qui est au travail, qui est sur le terrain, et malgré les difficultés financières et budgétaires, il y a des résultats concrets. Donc c'est possible. Mais si tu veux que le peuple te suive, t'accompagne, mais il faut lui donner des gages. Et c'est ce qui ne se fait pas malheureusement. Et ce n'est pas la cyberattaque qui met en péril aujourd'hui le fonctionnement de la collectivité, mais c'est toute une organisation qu'il faut revoir. Nous allons perdre plus de 300 millions d'euros de fonds européens. C'est dramatique. Pourquoi une telle défaillance? Mais là encore, on est dans le même registre. Nous parlons beaucoup, mais finalement, nous ne nous donnons pas les moyens de mettre en œuvre les choses concrètement. Vous imaginez 300 millions de fonds européens qu'on perd dans un pays qui a besoin d'investissement, dans un pays où les acteurs ont besoin d'être aidés, accompagnés. Pourquoi, nous dit-on? Et je ne veux pas mettre en cause cette gouvernance-là plutôt que la précédente. Je pense qu'il faut prendre de la hauteur et envisager les choses autrement, hors esprit de polémique. Nous perdons factuellement 300 millions d'euros. Mais si on avait investi ces 300 millions d'euros dans de l'ingénierie, puisque nous avons, comme je le disais tout à l'heure, des compétences qui sont réparties à travers le monde. Parce que nous disons que nous voulons faire revenir nos forces vives, tous nos jeunes diplômés. Mais si on avait fait ce pari-là, qu'on ne perd pas ces 300 millions, qu'on n'ait pas ce manque à gagner, en faisant revenir des jeunes pour les mettre au service de la société, de la collectivité martiniquaise, pour les mettre au service des porteurs de projets, pour les fonds européens et tous les autres fonds, pour l'accompagnement de nos entreprises dans cette idée de sortir de cette consommation tous azimuts et de doter la Martinique d'un appareil productif. Ça n'aurait pas coûté 300 millions, mais ça nous aurait évité de perdre 300 millions. C'est un calcul mathématique. Il faut oser, il faut faire confiance en amont. On ne peut pas dans les discours systématiquement parler de faire confiance à l'intelligence martiniquaise et ne pas le pratiquer lorsqu'on a les outils en main. Et c'est ça qui manque. C'est ce courage-là. Pas seulement dans les paroles, mais dans les actes, dans les politiques publiques. Donc on voit bien, nos jeunes sont toujours à l'extérieur, qui travaillent pour d'autres pays et qui travaillent excellemment bien pour d'autres pays, sont reconnus. Nous avons l'opportunité, lorsque nous devons gérer de tels montants, de les faire revenir. Mais pas les faire revenir simplement pour les faire végéter, les faire revenir pour travailler au service de la Martinique. Et nous pouvons avoir confiance dans leurs compétences et leur intelligence demain pour bâtir une autre Martinique. À Cuba, ils n'amputent plus pour les causes de diabète. Vous avez eu à proposer à l'Assemblée une coopération refusée avec Cuba. Pourriez-vous nous en dire quelques mots? Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à Cuba, vous savez que la médecine cubaine, c'est une médecine qui est reconnue à travers le monde entier comme l'une des plus performantes. Et à Cuba, il y a un médicament qui aide à soigner l'ulcère du pied diabétique. Ce médicament s'appelle Eberprot P. Il est utilisé dans plus de 70 pays dans le monde. Dans plus de 14 pays de l'Union européenne, il est reconnu. Ses bienfaits sont reconnus. Pourquoi? Parce que ce médicament cubain permet d'éviter les amputations. Parce qu'en Martinique, on voit bien comment ça se passe en Guadeloupe, en Guyane, dans tout notre territoire où on a déversé des tonnes de sucre, des produits beaucoup plus sucrés qu'ailleurs, avec la complicité silencieuse de l'État qui a autorisé ça. Parce que, soi-disant, nous avons une appétence particulière pour le sucre. Aujourd'hui, cette irresponsabilité, elle crée des dégâts en matière de politique sanitaire, en matière de situation sanitaire, avec un développement de toutes ces maladies chroniques, dont le diabète, dont l'un des effets, l'une des conséquences les plus tristes, c'est le recours aux amputations. Parce que la France ne sait pas faire autrement que d'amputer.
Nous avons la possibilité qui est pas loin de nous, qui est à Cuba. Ce médicament, il existe, ce n'est pas une fiction. Ça devrait être une fierté pour nous d'utiliser un médicament qui soigne nos compatriotes. Aujourd'hui, la France refuse obstinément de faire ne serait-ce qu'une expérience de l'usage de ce médicament-là. Et alors que tout le monde crie au déficit de la sécurité sociale, l'utilisation de ce médicament-là aurait permis de faire des économies concrètement. Parce qu'une amputation coûte en moyenne 65 000 € à la sécurité sociale. Alors qu'on peut éviter les amputations. Outre le coût moral pour celui qui a été amputé, on imagine bien la détresse de ces personnes, mais le coût financier pour la société, pour le peuple, est moindre. Donc nous avons une solution à côté de nous, à portée de main, on ne peut pas l'utiliser. Parce qu'il y a cette dictate-là qui nous empêche de coopérer au niveau sanitaire avec nos voisins de la Caraïbe. Vous imaginez la situation? Cette demande que j'avais faite d'autoriser l'utilisation de ce médicament, elle a été relayée par d'autres députés français. Jusqu'à présent, aucun ministre de la Santé n'a osé franchir le pas. Mais nous ne nous décourageons pas parce que nous savons que nous avons fondamentalement raison. Pensez-vous revenir à la charge? Mais bien sûr que nous allons revenir à la charge. Et là, ce sera peut-être une charge beaucoup plus unitaire parce que je crois que tous nos collègues de cette nouvelle génération de députés, de parlementaires s'inscrivent dans le même état d'esprit. Et c'est ce dont je me félicite. Aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à batailler pour la défense de nos territoires. Moi, je ne me bats pas seulement pour la Martinique. Je me bats pour la justice, je me bats pour l'équité. À travers tous ces territoires qu'on appelle Outre-mer. Parce qu'il y a trop d'indignité, il y a trop de discrimination, il y a trop d'injustice. Comme cet exemple-là de ce médicament Ibercot-P qui pourrait soulager de nombreuses familles, de nombreuses personnes en Martinique et qu'on n'a pas le droit d'utiliser parce qu'il y a une industrie du médicament qui fait pression sur le gouvernement, qui a cette orientation politique. On l'a bien vu avec la crise sanitaire, que ce sont les grands laboratoires qui décident de tout et qui empochent tout. Comme ce médicament est beaucoup moins cher, il va rapporter moins aux laboratoires pharmaceutiques, mais c'est une excellente chose s'il rapporte moins. Il va rapporter plus au peuple. Vous allez proposer à l'Assemblée nationale une création d'enquête sur la gestion des risques naturels majeurs. Qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive, c'est le caractère vital de cette question-là. Nous savons, tout le monde sait, que dans nos territoires, nous avons tous les risques majeurs. Il n'y a guère que le risque d'avalanche de neige qu'on n'a pas chez nous. Sinon, on a tout, on cumule tous ces risques. Il est légitime de se demander si les moyens qui sont mis en œuvre par l'État et par les collectivités, par les acteurs majeurs, sont à la hauteur des enjeux. C'est légitime de s'interroger. Dans nos territoires de Guadeloupe et de Martinique, où on a notamment, entre autres risques, le risque sismique. Pour ne prendre que cet exemple-là, le risque de tremblement de terre. Nous savons, les spécialistes savent, que on doit s'attendre, chaque jour qui passe un peu plus, à un séisme majeur dans nos territoires. 8,5 degrés sur l'échelle de Richter, c'est quelque chose d'effrayant. Le dernier grand séisme majeur de Martinique, je crois qu'il a eu lieu dans les années 1840. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a un grand séisme qui doit arriver. Tous les spécialistes le disent. Donc, il est légitime de se demander si nous sommes prêts. Si nous sommes prêts au niveau des constructions, des logements privés et logements collectifs. Si nous sommes prêts au niveau des bâtiments publics, notamment des établissements scolaires. Si nous sommes prêts au niveau des casernes de sapeurs-pompiers. Si nos pistes d'aéroport seront en mesure d'accueillir les secours qui ne manqueront pas d'intervenir. Est-ce que la situation aujourd'hui
est favorable à une organisation optimale des secours? Est-ce qu'en matière de formation des secouristes, d'organisation de secours, de conscience, d'information de la population, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nos hôpitaux sont prêts à accueillir des milliers de victimes, de personnes blessées ou autres pendant une telle catastrophe? Je crois que c'est une question qui est vitale. S'il y a une question qui doit pouvoir faire l'unité, l'union, la solidarité entre nous, c'est bien celle-là. Parce qu'il s'agit d'épargner, de protéger les vies humaines. Et on est au cœur de la politique. La politique, c'est pour moi cette chose noble. Même si des personnes utilisent la politique pour satisfaire, assouvir des fins personnelles, des demandes, des besoins personnels, la politique demeure pour moi une chose très noble. Comment se mettre au service d'un peuple? Et comment défendre la dignité, le respect, la vie, la sécurité des gens? Connaissez-vous le nouvel hymne de la Martinique? Je connais un petit peu, je connais l'air parce que je suis très intéressé par la musique. Et donc je connais l'air, je connais un petit peu les paroles, mais je dois dire que je n'ai pas de problème avec ça. Si c'est l'hymne de la Martinique, même si les conditions dans lesquelles cette décision a été prise ne sont pas tout à fait transparentes. Mais je l'accepte parce que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ces symboles-là. Pour le drapeau, c'est vrai qu'il y a eu débat. Je suis très heureux que ce soit le drapeau rouge, vert, noir qui a été retenu in fine. Même s'il y a eu beaucoup d'atermoiements, beaucoup d'hésitations, beaucoup d'erreurs de communication sous l'ancienne gouvernance et sous celle-là. On ne va pas polémiquer éternellement là-dessus. Je suis prêt à admettre, j'admets, voilà, c'est l'hymne de la Martinique, on l'accepte. Moi, je suis heureux de voir que beaucoup de Martiniquais commencent à se l'approprier. Personnellement, ce n'est pas le choix que j'aurais fait. Mais, allons-y. Avez-vous quelque chose à rajouter? Ce que j'ai à rajouter, c'est qu'il y a un péril de plus en plus imminent sur nos têtes, en plus des risques majeurs, des risques naturels majeurs. Il y a un risque, c'est ce que Césaire dénonçait comme étant un génocide par substitution, au siècle dernier, avec notamment l'article 55 de la loi de finances 2024, qui introduit une aide financière. C'est-à-dire, on va prendre l'argent de la continuité territoriale dévolue à nos territoires, qui est déjà notoirement insuffisante par rapport à la Corse. On va prendre cet argent-là pour l'ouvrir à tout citoyen résident en France qui a un projet d'installation dans les Outre-mer. C'est-à-dire, on ne privilégie pas nos ressortissants, nos enfants qui souhaitent revenir au pays, qui ont des parents âgés, qui souhaitent être là pour participer à l'élaboration d'un projet martiniquais, pour vivre, pour s'épanouir au pays. On continue d'encourager nos jeunes à partir en leur disant qu'il n'y a pas d'avenir chez nous. L'avenir, il est nécessairement ailleurs. Et pendant ce temps-là, l'État français organise un repeuplement par colonisation. Je crois que c'est inacceptable et que tout un chacun doit prendre la mesure de ce qui est en train de se préparer là. Déjà, on voit bien que l'accès au foncier, c'est quelque chose de beaucoup plus problématique. N'a jamais été aussi problématique pour nos jeunes, pour nos compatriotes. Aujourd'hui, nos terres se vendent sur Internet, au plus offrant. Je dis aux Martiniquais, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de vendre à des gens qui n'ont aucun contact avec la Martinique. Il faut arrêter de vendre vos terrains, vos maisons, ce que vous ont laissé vos ancêtres, à des personnes qui n'ont aucun amour particulier pour la Martinique, mais qui ont besoin de spéculer, de faire de l'argent, encore une fois, d'avoir des résidences secondaires pour passer du bon temps. Cette terre, elle doit être sacralisée, sanctuarisée. Il faut arrêter ça.
Il faut donner la priorité, même si ça coûte un peu plus en euros, même si l'allemand, l'italien, le français va vous proposer 10 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros de plus. Il y a des couples, il y a des jeunes Martiniquais qui cherchent à s'établir, à s'installer, à rester pour construire ce pays-là. C'est eux qui doivent avoir la priorité en matière d'accès aux fonciers. Et là encore, il y a un problème de constitutionnalité, il y a un problème législatif sur lequel nous nous battons ardemment avec les Corses, avec les Polynésiens, avec les Réunionnais, les Guadeloupéens, les Guyanais qui sont confrontés à la même situation.